suis pas un démon, je suis un lézard, un requin, une panthère de la chaleur. Listen to me. Your neck. Fermez les yeux une seconde. Vous sirotez un cocktail sur votre île privée aux Bahamas avant de prendre votre jet privé aussi pour l'un de vos 2 châteaux en Europe. Dans votre garage, vous avez 9 Rolls-Royce alignés et une Lamborghini Miura ayant appartenu au Shah d'Iran. On est en 2009, vous êtes au sommet du monde. Hollywood vous déroule le tapis rouge, vous venez de gagner 40 millions de dollars en une seule année. Vous vous sentez intouchable, vous êtes le roi du pétrole. Mais un matin, on frappe à la porte. Ce n'est pas un énième fan pour un autographe, c'est le fisc américain. Et l'ardoise tombe, 14 millions de dollars à payer immédiatement. Mais c'est pas grave, au cours de votre carrière, vous avez gagné plus de 150 millions, alors vous ouvrez votre coffre-fort, confiant, et il est vide. En quelques semaines, le rêve vire au cauchemar absolu. Vos banquiers ne répondent plus au téléphone, vos biens sont saisis, et vous devez brater vos souvenirs pour survivre. Vous êtes techniquement ruiné. Ce n'est pas le scénario d'un film avec Nicolas Cage, c'est l'histoire vraie de Nicolas Cage. Alors on s'est souvent moqué de la chute de cet acteur iconique, mais sur cette chaîne on parle d'argent, sérieusement, enfin plus ou moins. Et quand on analyse les comptes de Nicolas Cage, on découvre un manuel parfait de tout ce qu'il ne faut pas faire en gestion de patrimoine. Problème de liquidité, choix d'actifs désastreux, dépendance aux revenus de travail et trahison de conseillers financiers. Alors installez-vous bien, c'est parti. Okay, let's run. Alors pour comprendre comment on perd 150 millions de dollars, il faut d'abord comprendre comment on les gagne. Et surtout, il faut comprendre le concept dangereux de l'inflation du niveau de vie, au lifestyle trip pour les Anglais. For sure. C'était un piège financier classique. Les tendances naturelles à augmenter ses dépenses dès que les revenus augmentent. Vous gagnez plus, donc vous vous dites que vous méritez mieux. Vous passez d'une Twingo à une Audi, d'un petit T3 à une maison avec piscine, et ces nouveaux luxes deviennent rapidement votre nouvelle norme. Et revenir en arrière devient psychologiquement très difficile. En soi, c'est pas très grave, il est normal d'augmenter son niveau de vie avec des revenus plus conséquents. Mais le risque, c'est de se construire une prison dorée. Vous êtes obligé de continuer à gagner énormément juste pour ne pas tout perdre. Donc même si vous gagnez des millions, votre capacité d'épargne reste nulle, car tout part dans le maintien de ce nouveau train de vie. Donc oui, certes, vous vivez bien, mais pour combien de temps? Cage en a fait les frais. And the Oscar is awarded to Nicolas Cage. Au milieu des années 90, Cage gagne un Oscar pour Living Las Vegas. Son tarif explose. 20 millions de dollars pour 60 secondes chrono, 20 millions encore pour Benjamin Gates, en plus d'un pourcentage sur les recettes. Entre 1996 et 2011, on estime qu'il a gagné plus de 150 millions de dollars. Mais en finance, on a une règle simple. Ce n'est pas ce que vous gagnez qui compte, mais c'est bien ce que vous gardez. Donc le problème des hauts revenus, que ce soit des stars, des grands sportifs ou des entrepreneurs à succès, c'est le sentiment d'invincibilité. Quand l'argent rentre à une vitesse folle, on arrête de regarder les prix, on arrête de calculer le ROI et on se fait plaisir. C'est ce que je vous disais avec le lifestyle trip. Nicolas Cage ne voyait pas son patrimoine comme un stock à protéger, mais comme un flux infini. Il pensait que le téléphone sonnerait toujours pour un nouveau contrat à 20 millions, et c'était sa première erreur. Confondre revenu élevé avec sa richesse nette. Les revenus peuvent s'arrêter demain. La richesse, c'est ce qui reste quand tout s'arrête. Mais Cage, lui, a décidé de transformer son cash en n'importe quoi. On va faire un audit de son patrimoine vers 2007. Vous allez voir, c'est fascinant, car c'est un mélange d'investissements potentiellement géniaux et de dépenses catastrophiques, guidées par une sorte de quête mystique du Graal. Oui, du Graal. Alors, dans son portefeuille, on trouve beaucoup d'immobilier, évidemment. Il possédait jusqu'à 15 résidences personnelles simultanément, dont un manoir à Newport Beach, évalué à 25 millions de dollars, une folie située sur Harbor Island, l'adresse la plus chère de la côte californienne. La maison disposait d'un quai privé, assez grand pour un yacht de 45 mètres, qu'il n'avait pas, évidemment, et de murs en verre rétractables donnant sur la baie. Il avait un autre manoir à Bel Air, acheté 7 millions et estimé 35 millions en 2007. Il a également acheté la célèbre maison hantée de Madame Lalaurie en Nouvelle-Orléans pour 3,5 millions de dollars. Alors cette maison est considérée comme la plus hantée d'Amérique.
Il a déclaré dans une interview qu'il voulait s'en inspirer pour écrire le plus grand roman d'horreur américain. Il pensait que l'énergie du lieu l'aiderait. Et vous vous en doutez, le livre n'a jamais vu le jour. 2 châteaux en Europe, un château médiéval du XIe siècle, avec 28 pièces quand même, en Allemagne pour 2,3 millions de dollars, et Midford Castle en Angleterre pour 9,5 millions de dollars. Pourquoi acheter des châteaux? Cage a avoué plus tard qu'il était dans une sorte de quête du Saint Graal. Il pensait littéralement que posséder ces lieux chargés d'histoire l'aiderait à trouver la coupe du Christ. Alors ici, j'en profite pour vous faire une petite parenthèse et vous dire qu'en finance, faire sa due diligence, c'est enquêter froidement sur un investissement avant de l'acheter. Vérifier les comptes, l'état du bâtiment, la rentabilité, les risques juridiques, etc. C'est purement rationnel et basé sur des chiffres. Alors que notre Cage a fait tout l'inverse. Il a recherché l'émotion, les croyances, avant même de regarder le prix ou la rentabilité. Et on va le voir, c'est rarement rentable. Ensuite, comme toute bonne star, il lui faut son île privée. Donc en 2006, il achète Leaf Cay aux Bahamas pour 3 millions de dollars. Sur le papier, c'est le rêve absolu. Sauf qu'il y avait un petit problème caché. L'île était le sanctuaire d'une espèce d'iguane protégée et menacée d'extinction. Donc résultat, vous en doutez, interdiction formelle de construire ou d'aménager l'île pour ne pas perturber les reptiles. Cage s'est donc retrouvé propriétaire d'un magnifique caillou, totalement inconstructible et invendable. Ensuite, il s'est acheté une pyramide. Oui, une pyramide. Alors, ce n'est pas une pyramide en Égypte, mais son propre tombeau. Il a acheté une concession au cimetière Saint-Louis, le plus prisé de la Nouvelle-Orléans, et il a fait construire une pyramide de pierre de 3 mètres de haut. C'est sa future tombe. Un actif totalement illiquide, qui ne rapporte rien et qui a coûté une fortune en construction. C'est l'exemple ultime d'un passif éternel. Ensuite, il avait beaucoup d'actifs passion. Par exemple, sa collection de comics était légendaire. Il possédait Action Comics numéro 1, c'était la première apparition de Superman. Il avait acheté 150 000 $. Et petite anecdote, cette BD lui a été volée en 2000 et retrouvée dans un casier de stockage en 2011, et qu'il a finalement vendu pour 2,1 millions de dollars. C'est ironiquement l'un de ses seuls investissements gagnants, qui l'a aidé à payer une partie de ses dettes. Et dans le garage, comme je vous le disais en intro, il avait 9 Rolls-Royce, 4 yachts, un jet privé, une Lamborghini Miura SSJ de 1971 qui avait appartenu au Shah d'Iran. Il a acheté 450 000 $ aux enchères. Il avait également un poulpe géant qu'il avait acheté 150 000 $. Il jurait que l'observer l'aidait à devenir un meilleur acteur. 2 cobras royaux albinos nommés Moby et Cheba. Et un crâne de dinosaure qu'il a acheté presque 300 000 $ aux enchères, au nez et à la barbe de Leonardo DiCaprio, qui le volait aussi. Bon, c'est bien beau tout ça, mais analysons cela avec un œil de gestionnaire de patrimoine. Le problème ici, ce n'est pas seulement le prix d'achat, le CAPEX, c'est surtout le coût de possession, l'OPEX. En finance, un actif est censé mettre de l'argent dans votre poche, un passif en sort. Cage pensait accumuler des actifs, de l'immobilier, des objets de collection, mais en réalité, il accumulait des passifs déguisés. Un château du XIe siècle, ça ne se loue pas facilement sur Airbnb. Par contre, ça demande des toitures, du chauffage, du personnel, de la sécurité, etc. Quoique, s'il était français, il aurait pu utiliser la loi Malraux pour défiscaliser avec ce château. L'île aux Bahamas, elle était brute. Comme je vous l'ai dit, pour y vivre, il fallait investir des millions en infrastructure, et de toute façon, on ne pouvait pas construire dessus. Les cobras, il faut des spécialistes pour s'en occuper, et de l'antidote au cas où, et on estime que ses coûts fixes mensuels dépassaient les 300 000 $. Donc avant même de payer ses impôts ou de manger, il devait sortir presque 4 millions par an, juste pour que ses maisons ne tombent pas en ruine. Et d'après son manager, en comptant les fêtes, les voyages, le shopping, les casinos, etc., son train de vie global était de 30 millions par an. Il s'était créé une prison dorée. Il était obligé de travailler non-stop, juste pour nourrir ses possessions et son train de vie. On en revient au lifestyle trip de tout à l'heure. For sure. Allez, avant de continuer, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et ça m'aide énormément. Alors Cage vit sa vida loca, mais 2008 arrive, la crise des subprimes qui entraîne le monde entier dans une crise financière sans précédent. Le marché immobilier s'effondre et c'est là que le château de cartes s'écroule. C'est ce qu'on appelle en économie une crise de liquidité. La situation est critique pour Nicolas Cage. Il est criblé d'une avalanche de dettes. D'abord l'IRS, le fisc américain, on l'a vu, qui lui réclame 14 millions de dollars pour des impôts non payés de 2002 à 2007. Ensuite, la East West Bank le poursuit pour un prêt impayé de plusieurs millions de dollars. Et enfin, la plupart de ces manoirs sont hypothéqués et avec la crise, leur valeur chute en dessous du montant de crédit. Ils passent en negative equity, ou en valeur nette négative en français. Donc concrètement, imaginez que Cage achète un manoir pour 15 millions de dollars avec un gros crédit. La crise arrive, les prix s'effondrent et le manoir ne vaut plus que 10 millions.
Le problème, il doit toujours 15 millions à la banque. S'il vend son bien, il ne récupère que 10 millions, mais la banque lui en réclame encore 5. Il est coincé. Il ne peut pas vendre sans sortir du cash de sa poche pour combler la différence. Et là, c'est un piège mortel. Et Pompon-sur-la-Garonne, Hollywood lui tourne le dos pile à ce moment-là. Après le succès de Benjamin Gates en 2007, ses gros films suivants ont déçu au box-office. L'Apprenti sorcier a fait un flop relatif par rapport à son budget. Ghost Rider 2 a été massacré par la critique. Et en conséquence, les grands studios ont arrêté de lui proposer des grands rôles avec les chèques à 20 millions qui vont avec. Car ils ne le considéraient plus comme une garantie de succès. Et puis même s'il avait eu une proposition pour un gros film, un blockbuster prend 2 ou 3 ans à se faire. Et Nicolas Cage, lui, avait l'IRS aux trousses et qui exigeait un paiement immédiat. Et ne pouvait pas attendre 3 ans pour toucher un cachet. C'est la fameuse crise de liquidité ou de trésorerie. Beaucoup d'entreprises en font face. Par exemple, si vous avez un garage automobile, vous achetez une voiture pour 10 000 € et vous la revendez à un pro à 15 000. Mais avec un délai de paiement de 2 mois. Sur le papier, vous avez gagné 5 000 €. Mais dans votre trésorerie, vous avez un trou de 10 000 € pendant 2 mois. Et vos charges fixes, comme les salaires ou les loyers, ne vont pas vous attendre. Donc soit vous trouvez vite de l'argent pour payer vos charges, soit vous faites faillite, alors que vous faisiez un bénéfice de base. Donc Nicolas Cage veut vendre ses maisons pour payer ses dettes. Mais personne n'achète de manoir à 35 millions en pleine crise. Son beau portefeuille immobilier se transforme en désastre économique. Son manoir de Bel Air, estimé 35 millions, il ne trouvera preneur qu'à 10,5 millions. Ses châteaux, alors le château d'Angleterre, acheté 9,5 millions de dollars, a été revendu à perte 2 ans plus tard. Quant à son château bavarois, il a dû s'en séparer précipitamment car il n'avait plus les fonds pour payer les rénovations. Il a acheté 2,3 millions, il a revendu 2,5, donc sur le papier, il n'a pas perdu d'argent à la vente. Mais en réalité, le château était en ruine. Il a investi des sommes colossales pour refaire la toiture, l'électricité, la structure, l'entretien, donc il était perdant au change. Son île aux Bahamas, elle était invendable, on l'a vu. À cause des iguanes protégées, personne ne voulait acheter un terrain où on ne peut rien construire. Donc il avait 3 millions bloqués sur un caillou. Même le crâne de dinosaure ne l'a pas aidé. Il s'avérait qu'il avait été volé en Mongolie et il a dû les rendre au gouvernement. Donc une perte sèche de 300 000 $. C'est DiCaprio qui a dû bien rigoler. En parallèle, Cage rentre en guerre judiciaire contre son conseiller financier, Samuel Levin. Il lui réclame 20 millions de dollars. D'après Cage, Levin l'aurait mené à la ruine par des placements imprudents, des négligences et des honoraires excessifs. Le conseiller riposte et dépose une contre-plainte. Il expose ensuite les finances de l'acteur sur la place publique. On ne peut pas sauver quelqu'un qui refuse d'être sauvé, dit-il. Il révèle avoir envoyé des avertissements désespérés pendant des années. Une phrase de sa déposition est restée célèbre. « J'ai dit à Nicolas qu'il avait besoin de gagner 30 millions de dollars par an juste pour maintenir son train de vie. 30 millions, c'était juste pour garder les lumières allumées. » Mais Nicolas Cage ne s'est pas laissé faire. Il lui répondra « Je vous ai embauché pour gérer mes finances, pas pour les regarder brûler. » L'acteur a soutenu qu'il n'était pas un expert financier et qu'il payait Levin des millions justement pour structurer son patrimoine et payer ses impôts à temps, ce que Levin n'a pas fait. Pour Cage, l'argument des dépenses est un écran de fumée pour masquer une incompétence professionnelle et des investissements hasardeux faits sans son consentement éclairé. Alors qui dit vrai ? En soi, peu importe. La vraie leçon est ailleurs. En gestion de patrimoine, on ne délègue jamais aveuglément son empire. Si votre gestionnaire vous dit amen à chaque caprice, ce n'est pas un bon conseiller, c'est un complice. Le meilleur ami de votre argent, c'est celui qui sait vous dire non. Cage s'est donc retrouvé avec une dette fiscale de 14 millions de dollars envers l'IRS, et aux États-Unis, on ne plaisante pas avec ça. C'est le paiement ou la prison. Face à la ruine, Nicolas Cage adopte une stratégie honorable mais épuisante. Il refuse la solution de la facilité du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Contrairement à de nombreuses autres stars, comme Kim Basinger ou 50 Cent, qui ont utilisé ce mécanisme juridique pour geler leurs créances, restructurer leurs dettes, et souvent n'en rembourser qu'une fraction, Cage, lui, a écarté cette option. Pour lui, la faillite personnelle aurait été un aveu d'échec public et une tâche indélébile sur son nom. Il a choisi la voie la plus difficile. Il s'est engagé à rembourser chaque centime dû à l'État et à ses créanciers, sans chercher à négocier de décote pour préserver sa réputation et son intégrité. Il est donc devenu un ouvrier du cinéma. Il a tourné 46 films en 10 ans, quelques bons films et beaucoup de navets. Il a tout accepté pour le chèque. Alors en conclusion, que retenir de cette épopée pour votre portefeuille ? Dans un premier temps, la diversification est une sécurité, pas une option. La surexposition à l'immobilier de prestige, qui est illiquide et cyclique, a été fatale. Un portefeuille résilient doit équilibrer des actifs liquides, donc des actions, des obligations et autres, et des actifs tangibles. La liquidité est votre assurance vie. On ne règle pas une dette fiscale avec des collections d'art ou des châteaux. On l'a vu dans la vidéo avec Pablo Picasso et son héritage à 1 milliard. Si vous voulez en savoir plus, regardez la vidéo. Maîtrisez ensuite vos coûts fixes. L'accumulation d'actifs de passion génère des passifs cachés.
en entretien, en assurance, en rénovation, etc. Ces coûts ne doivent jamais dépasser une fraction sécurisée de vos revenus passifs et non dépendre de vos revenus du travail. Mais faites-vous ensuite des actifs de passion, comme on le disait. Investir dans le vin, l'art ou les montres, c'est très à la mode, mais c'est spéculatif, non liquide et ça ne génère pas de loyer. Ça doit représenter environ 5% de votre patrimoine. C'est censé être la cerise sur le gâteau. Mais pour Cage, c'était le gâteau entier. Comme tout bon film de Nicolas Cage, l'histoire se finit bien pour lui. En 2022, l'acteur a officiellement annoncé avoir remboursé les derniers centimes de sa dette. Et Cage revient même sur le devant de la scène grâce à des performances acclamées dans des films comme Mandy, Le Poignet en Pig ou l'autoparodique Un talent normatif que j'ai vraiment adoré. Il a prouvé qu'il restait un acteur de génie. Par son travail, il a sauvé son honneur. Mais le prix de cette leçon financière fut exorbitant. 10 années de sa vie consacrées exclusivement à la survie économique. Donc franchement, bravo à Nicolas Cage, et j'espère que vous saurez tirer des leçons de ses erreurs. Allez, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like, ça m'aide énormément. Prenez soin de votre argent, et à très vite. Salut!